l'affrontement entre les idées de Ludwig von Mises et Karl Marx représente bien plus qu'une simple divergence académique sur des modèles économiques, il incarne une fracture fondamentale dans la compréhension de la nature humaine, de la société et de la signification même du progrès. D'un côté, Mises, champion de l'école autrichienne, défend la primauté de l'individu, la souveraineté du consommateur et l'ordre spontané généré par la liberté de marché comme moteur de la prospérité et de la civilisation. De l'autre, Marx, l'architecte du socialisme scientifique, dénonce l'exploitation inhérente au capitalisme, plaide pour l'abolition de la propriété privée et entrevoit une utopie collectiviste où les besoins de tous seraient satisfaits par une planification centralisée. Se plonger dans ce débat, ce n'est pas seulement revisiter des théories économiques du passé, c'est confronter les courants idéologiques qui continuent de façonner, souvent de manière invisible, nos institutions, nos politiques et même nos aspirations les plus intimes. Pourquoi, malgré les catastrophes historiques associées aux tentatives de mettre en œuvre des visions marxistes, l'attrait pour le collectivisme persiste-t-il? Et comment la défense misésienne de la liberté économique, souvent caricaturée comme une apologie égoïste, offre-t-elle en réalité une voie plus durable et humaine vers la coopération sociale? La réponse ne réside pas seulement dans des graphiques et des équations, mais dans les profondeurs de l'action humaine, dans la nature de la connaissance et dans les mécanismes inéluctables qui régissent l'allocation de ressources rares dans un monde de désirs infinis. Dévoiler cette trame exige d'aller au-delà des simplifications et des slogans, en pénétrant au cœur des visions du monde respectives pour comprendre comment chacune interprète la réalité et propose de la transformer. La complexité apparente des théories économiques masque souvent des vérités fondamentales sur la façon dont nous choisissons, valorisons et interagissons. La promesse collectiviste de sécurité et d'égalité compense-t-elle la perte de la liberté individuelle et l'inefficacité inévitable que Mises a prédite avec tant de clarté, ou l'anarchie de la production ou du marché libre, tant critiquée par Marx, est-elle paradoxalement la seule forme connue de coordonner pacifiquement les actions de millions d'individus ayant des connaissances et des objectifs dispersés? Ce n'est pas un débat confiné aux livres d'histoire, il résonne dans les discussions contemporaines sur le rôle de l'État, la justice sociale, l'innovation technologique et l'avenir de la liberté elle-même. Ignorer la profondeur de cette confrontation, c'est naviguer à la dérive dans un océan d'opinions mal fondées, vulnérables aux sirènes idéologiques qui promettent des paradis terrestres tout en pavant le chemin de la servitude. L'analyse qui suit cherche à désamorcer les pièges rhétoriques et à exposer les noyaux logiques et les sophismes de chaque système, offrant une boussole pour naviguer dans les eaux turbulentes de la pensée économique et sociale. Les racines de cet antagonisme plongent profondément dans l'histoire de la pensée occidentale. Marx, bien qu'il se présentât comme un innovateur radical, était fermement ancré dans la tradition de l'économie politique classique, en particulier David Ricardo, dont il hérita et adapta la théorie de la valeur travail. Cette théorie postule que la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de temps de travail socialement nécessaire pour la produire. Pour Marx, c'était la clé pour dévoiler le secret de l'exploitation capitaliste, la plus-value, la différence entre la valeur créée par le travailleur et le salaire qu'il reçoit, accaparé par le capitaliste. Cette vision, bien que puissante dans sa simplicité et son attrait moral, comporte une série de problèmes conceptuels. Elle ignore la dimension subjective de la valorisation, le fait que les biens n'ont de valeur que parce que les individus les désirent pour satisfaire leurs besoins, et néglige le rôle crucial du temps, du risque et de la rareté dans la détermination des prix. La valeur ne réside pas objectivement dans les choses, comme une propriété physique à mesurer en heures de travail, mais émerge de l'interaction entre l'esprit humain et la disponibilité des biens. C'est une relation, pas une substance. La critique marxiste, en se concentrant de manière obsessionnelle sur la production et la figure du travailleur d'usine, a fini par construire un modèle qui, paradoxalement, déshumanise le processus économique, le réduisant à un flux de travail abstrait et ignorant le réseau complexe de préférences, d'attentes et de jugements individuels que Mises placerait au centre de son analyse. L'idée même de travail socialement nécessaire est problématique. Qui définit ce qui est nécessaire? Comment mesurer ce besoin si ce n'est par la demande effective des consommateurs sur le marché? Ce que la théorie de la valeur travail tente de contourner, cette base théorique erronée conduirait Marx et ses disciples à des conclusions tout aussi erronées sur la nature du capital, du profit et de la fonction entrepreneuriale elle-même. En contraste direct, Mises et l'école autrichienne, partant de la révolution marginaliste de Karl Menger, développèrent la théorie subjective de la valeur. La valeur n'est ni intrinsèque au bien ni déterminée par le travail qui y est incorporé, mais attribuée par les individus en fonction de l'utilité marginale qu'ils espèrent obtenir de chaque unité additionnelle d'un bien pour satisfaire leurs besoins les plus pressants. Une bouteille d'eau a plus de valeur pour quelqu'un perdu dans le désert que pour quelqu'un à côté d'une source abondante, indépendamment du travail impliqué pour obtenir chacune d'elles. Cette perception, apparemment simple, a des conséquences révolutionnaires. Elle place le consommateur, avec ses choix et ses préférences souveraines, au centre du processus économique. Ce sont les désirs des consommateurs, anticipés par les entrepreneurs, qui dirige l'allocation des ressources. Les prix du marché ne sont ni arbitraires ni de simples instruments d'exploitation, mais des signaux vitaux qui reflètent la rareté relative des biens et l'intensité des valorisations subjectives des individus. Ils condensent une quantité immense d'informations dispersées, sur les technologies disponibles,
les préférences changeantes, la disponibilité des ressources, qu'aucun planificateur central ne pourrait jamais collecter ou traiter. Le profit et la perte, dans ce contexte, ne sont pas des résultats de l'exploitation, mais des indicateurs cruciaux du succès ou de l'échec des entrepreneurs à anticiper et à satisfaire les demandes des consommateurs de manière efficace. Le profit récompense ceux qui servent le mieux le public, réallouant les ressources d'utilisation moins valorisées à des utilisations plus valorisées. La perte pénalise l'inefficacité et libère des ressources pour des tentatives plus prometteuses. Cette dynamique de découverte entrepreneuriale, stimulée par la recherche du profit et l'aversion à la perte, dans un environnement de propriété privée et d'échange volontaire, est le moteur de l'innovation et de l'augmentation du niveau de vie qui a caractérisé l'ère capitaliste. La théorie subjective de la valeur, par conséquent, offre non seulement une explication plus réaliste de la formation des prix, mais fournit également la base pour comprendre la fonction sociale du marché comme un processus de coordination et de découverte. Elle révèle un mécanisme caché fondamental, la valorisation individuelle comme force motrice derrière l'ordre économique. La divergence fondamentale sur la théorie de la valeur mène directement au point le plus dévastateur de la critique de mise au socialisme, le problème du calcul économique. Dans son essai séminal de 1920, Le calcul économique en régime socialiste, Mies démontra que, en l'absence de propriété privée des moyens de production, il ne peut exister de véritable marché pour les biens d'équipement, machines, usines, matières premières. Sans marché, il n'y a pas de formation de prix pour ces biens. Et sans prix qui reflètent leur rareté relative et leur valeur dans des utilisations alternatives, dérivées, en dernier ressort, des valorisations des consommateurs pour les biens finaux, il devient impossible pour un planificateur central de prendre des décisions rationnelles sur la manière d'allouer ces ressources rares. Comment décider s'il est plus efficace de construire un pont en acier ou en béton, ou si une nouvelle voie ferrée doit relier la ville A à la ville B ou à la ville C, s'il n'y a aucun moyen de comparer les coûts des différentes options en termes d'autres biens et services qui pourraient être produits avec les mêmes ressources? Le planificateur socialiste opère dans un brouillard informationnel, privé des boussoles des prix du marché. Il peut avoir des données techniques sur les capacités productives, il peut connaître les priorités politiques du régime, mais il lui manque l'outil essentiel pour la comparaison économique, des prix monétaires qui expriment la valeur relative des facteurs de production. Marx et ses disciples, concentrés sur la critique de l'anarchie du marché et sur l'irrationalité supposée de la recherche du profit, n'ont tout simplement pas perçu, ou ont choisi d'ignorer, la fonction épistémique cruciale des prix. Ils ont supposé qu'une fois la propriété privée abolie, l'allocation des ressources deviendrait une question purement technique, gérable par des ingénieurs et des statisticiens. Mise à exposer l'ingénuité fatale de cette supposition. L'économie ne consiste pas simplement à produire des choses, il s'agit de produire les bonnes choses, de la bonne manière, pour satisfaire les besoins les plus urgents des individus, dans un monde de rareté incontournable. Sans le système de prix, cette tâche devient non seulement difficile, mais logiquement impossible dans une économie complexe. C'est peut-être le mécanisme caché le plus puissant qui soutient la supériorité de l'ordre de marché, la capacité de générer et de traiter l'information pertinente pour la coordination économique à travers les prix, un exploit qu'aucun esprit ou comité central ne peut reproduire. L'histoire du XXe siècle, avec l'effondrement économique retentissant des économies planifiées centralement, a servi de validation empirique tragique de l'argument théorique de Mies. La pénurie chronique, la mauvaise qualité des produits, le gaspillage monumental de ressources et la stagnation technologique n'étaient pas des accidents ou des résultats d'une mauvaise gestion, mais des conséquences inévitables de l'abolition du mécanisme des prix. La critique marxiste, cependant, ne se limite pas à la sphère économique, elle s'étend à une analyse profonde de l'aliénation et de la déshumanisation supposément inhérente au système capitaliste. Marx argumentait que, sous le capitalisme, le travailleur est aliéné du produit de son travail, qui appartient au capitaliste, du processus de travail lui-même, qui est répétitif et contrôlé de l'extérieur, de sa propre essence humaine ou être générique, sa capacité créative et sociale, et, finalement, des autres êtres humains, réduits à des concurrents ou de simples instruments. Le travail, qui devrait être une expression de la créativité humaine, devient un fardeau, un moyen pour une fin, le salaire, et non une fin en soi. La recherche incessante du profit et de l'accumulation de capital, selon Marx, déforme les relations sociales, transforme tout en marchandises et crée une société fragmentée et antagoniste, divisée en classes aux intérêts irréconciliables. Cette critique résonne avec un sentiment véritable de malaise et d'insatisfaction que beaucoup de gens éprouvent par rapport au travail moderne et à la société de consommation. Elle pointe la tension entre les besoins matériels et les aspirations humaines à la signification, à la communauté et à l'autonomie. Cependant, la solution proposée par Marx, l'abolition de la propriété privée et la création d'une société communiste sans classe, ignore la complexité de la nature humaine et les prérequis de la liberté même qu'il semblait rechercher. En attribuant l'aliénation exclusivement à la structure économique du capitalisme, Marx sous-estime les sources plus profondes d'insatisfaction existentielle et surestime la capacité d'un changement dans le régime de propriété de transformer radicalement la condition humaine. De plus, l'alternative collectiviste, en supprimant la propriété privée et la liberté de contrat,
finit par générer des formes d'aliénation potentiellement beaucoup plus sévères. Dans un système où l'État est le seul employeur et où le destin de l'individu est déterminé par des planificateurs centraux, où est l'autonomie, où est la capacité de choisir son propre chemin, d'entreprendre, de contester, la critique de l'aliénation capitaliste, bien qu'elle contienne des éléments de vérité, échoue à reconnaître que la liberté économique, avec toutes ses imperfections, offre toujours un degré d'autonomie et de choix individuel incomparablement plus grand que n'importe quel système collectiviste n'en a jamais offert. La véritable aliénation réside peut-être dans la soumission de l'individu à un plan abstrait et coercitif, imposé au nom d'un bien collectif indéfini. C'est un autre mécanisme subtil en jeu, la façon dont la critique de l'aliénation capitaliste, en se concentrant sur les symptômes économiques, peut par inadvertance justifier des systèmes qui génèrent une aliénation politique et existentielle encore plus profonde. La perspective misésienne sur la liberté et l'autonomie individuelle offre un contrepoint direct. Pour Mises, la liberté économique n'est pas seulement un moyen efficace de générer de la richesse, c'est une composante essentielle de la liberté humaine dans son sens le plus large. La propriété privée des moyens de production n'est pas un instrument d'exploitation, mais la base institutionnelle nécessaire pour que les individus puissent agir en accord avec leurs propres plans et valeurs. C'est la capacité de posséder, d'utiliser et de disposer de ressources qui permet aux individus de poursuivre leurs objectifs, que ce soit ouvrir une entreprise, soutenir une cause ou simplement subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Dans un marché libre, la souveraineté du consommateur signifie que ce sont les choix quotidiens de millions de personnes qui, en fin de compte, déterminent ce qui est produit et qui prospère économiquement. Les entrepreneurs et les capitalistes, pour réussir, doivent servir ces choix. Cette interdépendance, médiatisée par des échanges volontaires, crée une forme de coopération sociale vaste et complexe, qui ne requiert pas un commandement central, mais émerge spontanément de la recherche des individus pour améliorer leurs propres conditions. Mises soulignait que l'économie de marché est, fondamentalement, une démocratie économique, où chaque centime dépensé fonctionne comme un vote, dirigeant la production. Loin d'être aliénante, cette participation active au processus économique confère pouvoir et responsabilité à l'individu. La critique selon laquelle le marché promeut l'égoïsme ignore le fait que, pour satisfaire ses propres intérêts sur le marché, l'individu doit satisfaire les intérêts des autres. Le boulanger ne fait pas de pain par altruisme, mais pour gagner sa vie. Cependant, ce faisant, il répond à un besoin de la communauté. Cette harmonie des intérêts, bien qu'imparfaite et sujette à des frictions, contraste fortement avec la logique à somme nulle implicite dans la vision marxiste de la lutte des classes. De plus, la liberté économique favorise la diversité et l'expérimentation. Elle permet aux individus ayant des idées différentes de tester leur vision sur le marché, menant à l'innovation et au progrès. Un système planifié centralement, de par sa nature, tend vers l'uniformité et la suppression de la dissidence, car tout écart par rapport au plan central est perçu comme une menace à l'ordre collectif. L'autonomie individuelle, par conséquent, n'est pas un luxe à sacrifier sur l'autel de l'égalité matérielle, mais la source même de la créativité et de la prospérité qui peuvent, éventuellement, bénéficier à tous. La tentative d'imposer l'égalité par la force, en détruisant la liberté économique, finit par détruire également les incitations et les mécanismes qui rendent possible l'amélioration des conditions de vie. Le mécanisme caché ici est l'interconnexion indissoluble entre la liberté économique et la liberté personnelle. La capacité de contrôler les fruits de son propre travail et de faire des échanges volontaires est un prérequis pour l'autonomie dans d'autres sphères de la vie. L'un des déguisements les plus efficaces de la pensée collectiviste est son appropriation du langage de la science et de l'inéluctabilité historique. Marx a présenté son analyse non comme une philosophie morale ou un ensemble de propositions politiques, mais comme une description scientifique des lois des reins qui régissent le développement social. Le capitalisme, selon lui, contenait les germes de sa propre destruction, la tendance à la concentration du capital, la paupérisation croissante du prolétariat, les crises cycliques de surproduction, et était historiquement destiné à être supplanté par le socialisme et, finalement, par le communisme. Cette prétention de scientificité a conféré au marxisme un puissant attrait intellectuel et une aura de certitude qui a attiré de nombreux adeptes. Présenter une idéologie comme le résultat inévitable de l'histoire dispense ses partisans de la nécessité de justifier leurs prémices éthiques ou de traiter les complexités et les incertitudes de l'action humaine. Si le socialisme est l'avenir inexorable, toute opposition à celui-ci est futile, réactionnaire, une tentative vaine d'arrêter la marche du progrès. Mises, en revanche, était un critique virulent de l'historicisme, l'idée que l'histoire suit des lois prévisibles qui peuvent être découvertes. Il argumentait que l'action humaine, étant intentionnelle et basée sur des choix individuels et des connaissances subjectives, ne peut être réduite à des formules mathématiques ou des lois historiques. Le futur n'est pas prédéterminé, il est constamment façonné par les décisions et les actions des individus dans le présent. L'économie, pour Mises, n'était pas une science historique ou prédictive au même sens que les sciences naturelles, mais une science praxéologique, la logique de l'action humaine. Ces lois, comme la loi de l'utilité marginale décroissante ou l'impossibilité du calcul économique socialiste, ne sont pas des prévisions empiriques,
mais des déductions logiques à partir de l'axiome fondamental de l'action humaine, le fait que les êtres humains agissent intentionnellement pour atteindre des fins choisies en utilisant des moyens rares. La prétention de scientificité du marxisme, par conséquent, était vue par Mises comme une fraude intellectuelle, une tentative de faire passer en contrebande des jugements de valeur et des prophéties politiques sous le manteau de l'objectivité. L'histoire ne prouve pas l'inéluctabilité du socialisme, au contraire, l'expérience historique démontre constamment les échecs pratiques et les conséquences inhumaines des tentatives de l'implémenter. Le déguisement de l'inéluctabilité sert à intimider la critique et à désarmer la résistance, présentant la soumission au collectif non comme un choix politique, mais comme une reddition à la réalité. Démasquer ce sophisme historiciste est crucial pour réaffirmer l'agence humaine et la responsabilité individuelle dans la construction du futur social. Un autre mécanisme par lequel les idées collectivistes se perpétuent est leur capacité à exploiter et à amplifier les sentiments d'envie et de ressentiment. La critique marxiste de l'inégalité de richesse et de l'existence de profit fait souvent appel non à un désir véritable de justice, entendu comme le respect des droits de propriété et de la liberté de contrat, mais à un sentiment que le succès d'autrui est, d'une certaine manière, une offense personnelle ou une preuve d'exploitation. Le récit selon lequel la richesse des uns est nécessairement obtenue au détriment de la pauvreté des autres, le sophisme de la somme nulle, alimente l'envie et justifie la spoliation au nom de la justice sociale. Mises et d'autres penseurs libéraux classiques, comme Frédéric Bastiat, ont souligné que, dans une économie de marché basée sur des échanges volontaires, la richesse n'est pas un gâteau fixe à diviser, mais quelque chose qui est créé à travers la production et le service aux consommateurs. Le profit de l'entrepreneur prospère n'est pas pris aux travailleurs ou aux consommateurs, mais résulte de la création de valeur, de la combinaison de ressources d'une manière qui satisfait les besoins de manière plus efficace ou innovante qu'auparavant. L'inégalité des résultats, bien qu'elle puisse être inconfortable, est une conséquence naturelle de la diversité des talents, des efforts, des préférences de risquer, oui, de la chance, qui caractérise les êtres humains. Tenter d'éliminer cette inégalité par la force, à travers la redistribution coercitive ou l'abolition de la propriété privée, non seulement détruit les incitations à la production de richesses, mais viole également les droits individuels et concentre un pouvoir dangereux entre les mains de l'État. L'envie, comme Helmut Schauck l'a argumenté dans son livre classique L'envie, une théorie du comportement social, est une force sociale destructrice qui, lorsqu'elle est institutionnalisée politiquement, mène à la stagnation et à la tyrannie. Le collectivisme offre une justification pseudo-morale à l'envie, la transformant d'un vice personnel en une vertu civique. Il promet de niveler la société, mais le fait en nivelant par le bas, détruisant l'excellence et l'initiative individuelle au nom d'une égalité imposée qui ne bénéficie qu'à l'élite gouvernante qui administre le système. Reconnaître le rôle corrosif de l'envie dans la rhétorique collectiviste est fondamental pour défendre la liberté économique non seulement pour son efficacité, mais aussi pour sa base morale dans le respect des droits individuels et des fruits de l'effort honnête. La prospérité générale atteinte grâce à la liberté de marché, bien qu'elle n'élimine pas toutes les inégalités, offre la meilleure chance pour que le plus grand nombre de personnes améliorent ses conditions de vie grâce à ses propres mérites et à la coopération pacifique. Le mécanisme ici est la transmutation alchimique de l'envie, un sentiment destructeur, en un impératif supposé de justice sociale, légitimant la coercition étatique. La question de la planification centrale contre l'ordre spontané du marché peut être éclairée par des analogies inattendues. Pensons à l'évolution du langage. Aucune académie centrale, aucun comité de linguistes, n'a planifié ou décrété les structures grammaticales complexes, le vaste vocabulaire ou les subtiles nuances sémantiques des langues naturelles. Elles ont émergé spontanément au fil des millénaires, à travers les interactions d'innombrables individus essayant de communiquer, d'exprimer des idées, de coordonner des actions. De nouveaux mots surgissent, d'autres tombent en désuétude, les règles grammaticales s'adaptent, le tout de manière décentralisée, stimulée par les besoins communicatifs des gens. Tenter d'imposer une langue artificiellement planifiée, comme l'espéranto, ou de contrôler rigidement l'évolution d'une langue existante se solde généralement par un échec ou une stagnation. Le langage est un exemple classique d'un ordre spontané, complexe et fonctionnel, qui surgit sans concepteur central. Mises et Hayek ont argumenté que l'économie de marché fonctionne de manière similaire. Le réseau complexe de production et d'échange, les prix qui coordonnent l'allocation des ressources, les innovations qui stimulent le progrès, tout cela émerge non d'un plan directeur, mais des actions et des interactions de millions d'individus poursuivant leurs propres objectifs, guidés par les signaux du système de prix et par les institutions de la propriété privée et de la liberté de contrat. Le planificateur central qui croit pouvoir diriger l'économie est comme un linguiste qui pense pouvoir dicter comment des millions de personnes doivent parler pour optimiser la communication. Il ignore la nature dispersée de la connaissance pertinente, chaque individu possède des connaissances locales et tacites qu'aucun centre ne peut agréger, et la complexité dynamique du système. La tentative de remplacer l'ordre spontané par un plan délibéré ne mène pas à une plus grande rationalité, mais au chaos et à l'inefficacité, comme Mises l'a prédit avec le problème du calcul. La beauté et la force du marché résident précisément dans sa capacité à utiliser la connaissance dispersée et à coordonner les actions de manière décentralisée, ce que Marx,
avec sa vision mécaniste et centralisatrice, a été incapable d'apprécier. Cette analogie avec le langage, ou avec les écosystèmes biologiques, qui exhibent également des ordres complexes et adaptatifs sans contrôle central, aide à démystifier l'anarchie apparente du marché et à révéler la profonde rationalité de son ordre spontané. Le mécanisme caché est la nature même de l'ordre social complexe, il émerge souvent de bas en haut, et non de haut en bas. Comment, alors, démanteler les effets persistants des sophismes collectivistes et renforcer la compréhension et la défense de la liberté économique? La première et la plus cruciale stratégie est une éducation économique solide, axée sur les principes fondamentaux de l'action humaine, de la théorie subjective de la valeur et de la fonction des prix. Tant que la majorité des gens, y compris de nombreux décideurs politiques et intellectuels, restera ignorante sur la façon dont les marchés fonctionnent réellement et pourquoi la planification centrale échoue, les propositions collectivistes continueront de trouver un terrain fertile. Il est nécessaire de populariser les idées de Mises, Hayek, Rothbard et d'autres penseurs de la tradition libérale classique et autrichienne, non seulement dans les cercles académiques, mais dans le débat public. Cela implique d'expliquer patiemment, avec des exemples clairs et un langage accessible, pourquoi le profit n'est pas de l'exploitation, pourquoi la propriété privée est essentielle à la prospérité et à la liberté, et pourquoi les tentatives de contrôler l'économie par l'État mènent inévitablement à l'inefficacité, à la corruption et à la perte de liberté. Cela soulève une question dangereuse, sommes-nous disposés à affronter les récits confortables, mais faux, qui dominent le discours public sur l'économie? En second lieu, il est vital de défendre et de renforcer les institutions qui soutiennent la liberté économique, des droits de propriété sûrs, la liberté de contrat, une monnaie stable, le libre-échange et un gouvernement limité qui se restreint à protéger ses droits, au lieu d'intervenir constamment dans l'économie. Chaque nouvelle réglementation, taxe ou programme de dépenses publiques, aussi bien intentionné soit-il, tend à fausser les signaux du marché, à créer des incitations perverses et à éroder la liberté individuelle. La défense de la liberté économique requiert une vigilance constante contre l'expansion du pouvoir étatique. Troisièmement, il est nécessaire d'exposer implacablement les conséquences pratiques et morales du collectivisme, en utilisant à la fois l'analyse théorique et les preuves historiques. Les tragédies du socialisme au XXe siècle, les famines, les purges, la misère généralisée, la suppression brutale de la dissidence, ne doivent pas être oubliées ou relativisées. Elles sont le résultat logique de la tentative de mettre en œuvre une idéologie fondamentalement hostile à la nature humaine et aux lois de l'économie. Enfin, la défense de la liberté doit aller au-delà de l'économie et embrasser une vision plus large de la dignité et de l'autonomie individuelle. L'argument en faveur du marché libre ne porte pas seulement sur l'efficacité matérielle, il s'agit du droit de chaque individu de rechercher son propre bonheur, de faire ses propres choix et de vivre sa vie en accord avec ses propres valeurs, à condition de respecter les mêmes droits chez les autres. C'est une vision de la coopération sociale basée sur la persuasion et l'échange volontaire, et non sur la coercition et le commandement. Démanteler le collectivisme exige non seulement de réfuter ses prémices économiques, mais aussi de réaffirmer la supériorité morale d'une société basée sur la liberté individuelle. En synthèse, l'affrontement entre Mises et Marx transcende l'économie et touche au cœur de la condition humaine. Marx a offert une critique puissante des injustices perçues du capitalisme industriel et une vision séduisante d'un futur collectiviste libéré de l'exploitation et de l'aliénation. Cependant, son analyse était basée sur une théorie de la valeur erronée, la valeur travail, et ignorait complètement le problème fondamental de l'allocation des ressources en l'absence de prix de marché, le problème du calcul économique. Sa vision dépendait d'une foi naïve en la capacité de la planification centrale et sous-estimait l'importance de la liberté individuelle et des incitations à la prospérité et à l'innovation. Mises, de son côté, a construit sa défense de la liberté économique sur le roc solide de la théorie subjective de la valeur et de la praxéologie. Il a démontré l'impossibilité logique du calcul économique rationnel sous le socialisme et a exposé la fonction indispensable des prix de marché, de la propriété privée et de l'initiative entrepreneuriale dans la coordination de l'activité économique et la création de richesses. Son analyse a révélé le marché non comme un champ de bataille à somme nulle, mais comme un processus de coopération sociale spontanée et de découverte mutuelle, où la recherche de l'intérêt personnel, dans le respect des règles du jeu de la propriété et de l'échange volontaire, mène à des résultats bénéfiques pour la société dans son ensemble. La liberté économique, pour Mises, n'était pas seulement efficace, mais intrinsèquement liée à la liberté personnelle et à la dignité humaine. Les leçons de ce débat restent urgemment pertinentes. Les idées collectivistes, bien que discréditées par la théorie et par l'histoire, continuent de ressurgir sous de nouveaux habits, promettant sécurité et égalité en échange de la liberté et de la responsabilité individuelle. La défense de la civilisation et de la prospérité exige une compréhension claire des principes économiques découverts par Mises et par l'école autrichienne, et le courage de les appliquer de manière cohérente, en résistant aux tentations de la planification étatique et en réaffirmant la primauté de l'individu et de l'ordre spontané du marché. Le chemin vers un futur plus libre et plus prospère ne passe pas par la destruction des institutions qui rendent la coopération sociale possible,
mais par leur renforcement et par l'éducation continue sur les fondements de la liberté économique qui, comme Mises l'a montré, sont les fondements de la civilisation moderne elle-même. Redéfinir notre relation avec ces idées n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un impératif pratique pour quiconque valorise l'autonomie, la prospérité et un futur où la coopération pacifique prévaut sur la coercition collectiviste. Le choix entre Mises et Marx, en dernière analyse, est le choix entre la liberté et la servitude.